Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Chef pour un nouveau talk consacré au premier service, la première fois qu'un chef accueille en son restaurant des convives. Ici, on débat habituellement de thèmes qui ont à voir avec la vie des chefs évidemment, avec le quotidien du milieu de la restauration et par définition, il est un moment que tous les professionnels connaissent, c'est celui donc du premier service. Et le paradoxe tout particulier de ce jour-là est qu'il vient clore une longue route. Il a fallu en arriver jusque-là, croire, convaincre, tenir, trouver des fonds, trouver le local, trouver l'équipe, et je ne parle même pas de cuisine, juste le fait de vouloir ouvrir un restaurant, c'est une forme de marathon. Et pourtant, quand on dépasse cette ligne d'arrivée, quand on a franchi toutes les étapes qui nous mènent à ce jour J, c'est en fait le début de l'aventure. C'est pas commun cette affaire, et pour en avoir parlé souvent, avec de nombreux chefs, je peux vous assurer qu'aucune ouverture ne se ressemble, que souvent, ils ne sont pas prêts. Que quelques heures avant l'arrivée des clients, certains sont encore en train de faire de la peinture ou espèrent avoir de l'électricité pour éclairer leur salle. Vraiment, on entend toutes sortes d'anecdotes et vous en connaissez sûrement. Thomas Ladonne m'a assisté au montage et à la réalisation de cet épisode. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et ce talk est donc consacré au premier service, ce moment qu'on pourrait comparer à une forme d'accouchement. Alors pour illustrer ce jour sans pareil, j'ai convié un observateur et quelqu'un qui l'a vécu. Ouais, elle est passée par là et au soir de son premier service, spoiler, tout n'était pas hyper carré. Priscilla Tram du restaurant Tram 130 que je vous invite à découvrir dans le 11e arrondissement de Paris nous raconte son premier service. Et pour l'accompagner derrière un autre micro, Tristan Lafontas, fondateur du club Pépite. Ouais, un club où vous pouvez souscrire si vous êtes passionné de gastronomie et qui vous ouvre une porte dérobée sur le monde des chefs. D'une part, vous aurez un accès aux produits d'exception qu'ils utilisent directement auprès des fournisseurs que Tristan a réunis. Et puis, c'est pour cela qu'il est là aujourd'hui, vous pourrez aussi participer au premier service lors de l'ouverture de restaurants. Une exclusivité qui permet de vivre ce dont on va parler maintenant. Mais d'abord, c'est quoi les chapitres qui précèdent le premier service? Quelles sont les grandes étapes qui, a posteriori, restent en mémoire? Alors, les premières étapes pour moi, quand on y repense, c'est déjà de former ton projet psychologiquement, mentalement. Pour mon cas particulier, c'est une reconversion. Donc, c'était déjà lâcher un métier pour en faire un autre. C'était de trouver le local, c'était ensuite de réfléchir aux travaux, des personnes avec qui tu t'entoures pour la direction artistique, pour quel type de cuisine, combien de couverts, etc. Et puis ensuite vient la grande phase des financements, qui va te suivre financièrement sur le projet, suivre aussi comment tu fais tenir un budget, comment tu fais des travaux, et voilà, en fait, t'as vraiment un rôle presque de chef de chantier, de comptable, de RH, de manager. Et voilà. Et finalement, la cuisine, heureusement que c'était la base, mais ça, c'est venu un petit peu en dernier. La cuisine et les vins, c'est un mois de l'ouverture. T'y penses, mais avant ça, en fait, ton énergie est aspirée dans 1000 choses. Tu dois adopter une dizaine de métiers différents avant de pouvoir prétendre à faire celui pour lequel t'es parti. Ouais, c'est ça. À quoi ressemblent les jours, et ça, Tristan, tu vas peut-être pouvoir aussi nous en parler parce qu'on racontera comment toi tu accompagnes les chefs dans ce moment si particulier qui est l'ouverture, les premiers tests, les premiers dîners. À quoi ça ressemble les jours, Tristan? Peut-être que tu as des anecdotes, peut-être qu'on t'en a parlé. Priscilla, toi, de quoi tu te rappelles des quelques jours avant le grand jour de l'ouverture ou le premier service? Alors, Tristan était quand même là. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rencontrés et je suis ravie parce que c'est vrai que c'est très bien présenté les soirées Club Pépite. Parce que le moment où on est le plus vulnérable, c'est en effet au moment de l'ouverture et on peut pas, je pense, imaginer tant qu'on n'a pas mis les mains dedans le stress que c'est d'ouvrir un établissement où, en regardant dehors, en passant, on se dit, OK, il y a 35 places, c'est pas la fin du monde. Et dans le même temps, en fait, si, ça fait 3 mois que je dors pas. Et voilà, moi j'ai eu des problèmes un peu plus, je pense que c'est le commun de beaucoup de restaurateurs, mais j'ai eu des problèmes conséquents de travaux où 1 mois après avoir entrepris les travaux, en enlevant le faux plafond, on a découvert que les poutres étaient abîmées et qu'elles allaient presque nous tomber dessus parce que c'était rongé par un dégât des eaux. S'en sont suivis des litiges avec mon bailleur parce que j'avais un loyer à rembourser, j'avais du coup des travaux qui étaient à l'arrêt et une copro et un syndic aussi à attaquer qui sont restés inactifs pendant 8 mois avant que je puisse enfin obtenir quelque chose d'eux et les réparations. Donc pendant ce temps-là, moi j'ai quand même
financièrement eu à prendre en charge tous les acomptes, tous les travaux, etc. Donc voilà, il y a tout ce stress qui est sur les épaules au moment où on ouvre. Et moi, pour la première ouverture, on n'avait toujours pas de façade. Les luminaires étaient coincés aux douanes en Espagne. Il n'y avait pas de gaz dans la cuisine. Donc on se dit, il faut le redire posément, il n'y avait pas de façade. Il n'y avait pas de façade. Il n'y avait pas de luminaire. Il n'y avait pas de lumière. Et quoi d'autre? Il n'y avait pas de gaz dans la cuisine. Pas de gaz. Voilà, cuisine au chalumeau. Donc Tristan me dit le dîner alors tu le sens comment? Je dis écoute, je le sens mais on va faire ce qu'on peut. Mais voilà, on a réussi et puis il y a une sorte de il y a des petits miracles qui se font, il y a de la débrouille et puis surtout j'ai une super équipe qui m'entoure. Je crois que ça a été vraiment mon pilier. Les personnes avec qui je travaille sont des personnes qui me suivaient déjà sur des résidences et on était à l'aise, on a aussi eu, je pense, l'intelligence de faire les tests 3 mois avant pour la cuisine, ce qui faisait que même si on avait plein de galères et aussi le fait d'avoir fait plein de pop-up, je connais un peu. Vous avez votre grammaire et vous connaissez. C'est ça, comment se retourner, comment pallier aux aléas. Donc, je crois que le dîner s'est très bien passé. En tout cas, notre premier dîner s'est bien passé. On va le raconter. On va le raconter. Là, on était sur ces trucs. Donc, quelques jours à l'avant, il n'y a pas de façade, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de gaz, c'est n'importe quoi. Tristan, toi, t'as ce Club Pépite. Club Pépite, le concept, en gros, c'est, en tout cas de celui dont on se parle là, c'est de constituer un groupe de gastronomes avertis ou pas, ou en tout cas de passionnés qui veulent accéder, tu me corriges si je me trompe pas, soit à des produits d'exception que toi tu vas aller chercher dans le monde entier, mais aussi à des moments d'exception en l'occurrence, et c'est de ça dont on se parle aujourd'hui, ces fameux premiers services. En gros, il y a des chefs dont tu te rapproches qui sont dans ce moment de gestation et qui vont bientôt ouvrir. Et toi, t'arrives et tu dis, mec, je vais t'aider. On va remplir, on va venir, on est gentil. Et quelque part, on va être là pour ton premier service. Exactement. Quand on s'est rendu compte qu'avec Pépite, on avait réussi notre mission première qui est de soutenir les producteurs artisans en leur rapportant le plus d'argent et de visibilité possible. On est à plus de 2 millions d'euros là qu'on leur a rapporté. On s'est en effet posé la question de savoir comment on pourrait aider les chefs aussi, qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et la réponse, elle est venue de Côme de Cherizet, mon ami et associé qui est l'ancien PDG du Goemio, qui m'a dit, tu sais Tristan, un des plus grands moments de fragilité d'un ou d'une chef, c'est le jour d'ouverture de son restaurant. Priscilla vient d'employer ce terme de vulnérabilité, c'est ça? C'est ça. Et nous, il m'a dit, on peut arriver et les aider à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est... on vient voir ces chefs en leur disant « T'inquiète pas, ça va forcément bien se passer. On va arriver avec des gens qui vont déjà payer leur menu. » Parce qu'il faut savoir que le tasting, ce qu'on appelle le tasting, qui se fait souvent avec les amis, la famille, c'est gratuit. Là, nous, on dit non, on paye notre menu. On va très probablement remplir la salle. On s'y engage jamais, mais en fait, c'est ce qui se passe à chaque fois. Et en plus et surtout, on va venir avec des vrais purs passionnés qui sont extrêmement bienveillants. Et ce qui se passe, c'est que y a une constante dans les préouvertures, c'est que les chefs sont jamais prêts. Ça jamais ça m'est arrivé qu'un chef me dise ouais c'est bon on est prêt. Et j'ai plein d'anecdotes évidemment. Ton cas de figure, c'est pour ça Priscilla que on sait que ce serait bien de pouvoir en parler ensemble, c'est que ton cas de figure est assez extrême, mais au final pas tant que ça. J'ai même vu des cas encore plus complexes de préouverture. Donc ça c'est une constante, jamais prêt, pas dans les mêmes proportions. Et ce que j'adore comme moment, on arrive, on prend l'apéro, là je sens encore la tension, et donc moi mon rôle c'est d'essayer de fluidifier tout ça. Et puis il y a un moment, on fait le discours de lancement de la soirée, et là, en l'occurrence Priscilla, passe en cuisine. Et là, je me souviens, je te l'ai dit ce soir-là, je dis ça y est, t'es enfin dans ta zone de confort. Parce qu'en effet, comme tu viens de l'expliquer, c'est des semaines et souvent des mois, voire des années, où t'es complètement en dehors de ta zone de confort, à gérer du placo, des RH, de l'électricité, du gaz, des trucs que moi j'aurais pas envie de gérer typiquement. Et puis une fois que ça s'est lancé, après, ce que j'adore, c'est ça, c'est je vois le ou la chef dans sa zone de confort, en train de s'éclater en cuisine, avec toujours ces gens qui sont hyper bienveillants, qui feront des feedbacks si c'est demandé, mais qui vont pas mettre 2 étoiles sur Google parce que. C'est une super démarche, c'est vraiment cool de se dire, t'en parles seulement si ça se passe bien, et on n'est pas là, pour. Parce qu'on sait que c'est un moment compliqué. Ça c'est hyper. Et cool. à la fin,
il y a ce moment magique où on demande à ce que tout le staff, que ce soit en salle, mais jusqu'au plongeur, de venir à la fin et très souvent ça part en standing ovation qui peut durer assez longtemps. Ça a été le cas ici parce qu'on a adoré le repas que tu nous as fait. Et ça, c'est des moments pour t'imagines c'est ton tout premier jour d'ouverture et tu vas te coucher avec une standing ovation de vrais passionnés de gastronomie. C'est cool, quoi. Ça fait du bien. Ça fait de l'émotion. Ça fait du bien. À quoi on pense dans ces moments-là, avant que le premier service se passe, avant ce que décrit Tristan, à savoir le fait d'être dans sa zone? Ouais. Qu'est-ce qui nous passe par la tête? Est-ce qu'on pense organisation? Est-ce qu'on pense à sa cuisine? Est-ce qu'on pense à ses proches? Je sais pas. C'est quoi qui nous anime? J'imagine 1000 choses. 1000 choses, ouais, 1000 choses, mais je pense qu'il faut prioriser quand même, et c'est le nerf de la guerre, en fait, de pouvoir compartimenter. Et moi, ce qui me passait par la tête, c'était les choses les plus urgentes, c'est-à-dire comment je fais marcher une friteuse, comment je vais faire si le fournisseur, en fait, il vient pas parce que on n'a pas encore ouvert de compte et qu'il a pas encore le C. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Et j'ai la chance, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais comme j'ai fait beaucoup de résidences et de pop-up, c'est vrai que mes recettes étaient déjà en fiche technique. On était carré là-dessus. Il y avait très peu d'improvisation, c'est-à-dire que 3 mois avant l'ouverture, avec ma chef, on était déjà sûr de nos recettes, de tout ce qui était dressage. Donc voilà, c'était surtout est-ce que je vais recevoir les assiettes à temps, les tables n'étaient pas vissées 1 heure avant l'ouverture, j'ai dû appeler C'est bon, bah ça. oui, parce qu'on avait C'était quand même bien à l'arrache, là. C'était Pas de lumière, bah, pas de gaz, pas de façade, pas de chaises. Si, il y ouais. avait des chaises quand même. Il y avait des chaises. Alors c'est un espèce de hippie des Pays-Bas qui nous les livrait un dimanche matin en pleine manif. Enfin, c'était drôle aussi. Ce qu'il faut réaliser, c'est que moi, ça commence à faire 5 ans que que j'accompagne les chefs dans leur préouverture. Et même si à chaque fois ça s'est bien passé, je continue à être surpris, voire inquiet, quand une semaine avant, je passe en disant viens, on fait une petite vidéo pour l'annoncer sur le WhatsApp des membres. Et je vois l'état du lieu, je suis là, waouh, comment ils vont faire, quoi. Je leur dis pas, bien sûr, parce que je le savais, j'en étais consciente. C'est un peu de stress, mais Ouais, on part de loin. On part de très loin. On part de loin. La question un sujet que tu évoquais, c'était la question que je voulais te poser ensuite, c'est en général, est-ce qu'on sait à quoi va ressembler sa cuisine? Toi, en l'occurrence, tu dis que tu l'avais rodé par les résidences, et c'est d'ailleurs un bon truc, ça, les résidences, pour tester, pour façonner, pour trouver un petit peu sa ligne. Absolument. Se frotter au public sans non plus être trop investi et trop impliqué, et en argent et en temps, donc c'est pas con comme truc pour se trouver. Toi, Tristan, est-ce que tu as vu des chefs arriver sur leur premier service ou les quelques jours qui précèdent en se disant bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça m'est jamais arrivé, non. Ça m'est jamais arrivé parce que les chefs qu'on met en avant, alors évidemment, on choisit aussi les chefs avec qui on veut faire des ouvertures, et je sais pas expliquer pourquoi, mais ceux qu'on choisit en tout cas, c'est le genre de personnes qui, en fait, pendant la nuit, entre le placo et le plafond, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à ça. Et c'est pour ça que c'est un processus qui mature. Complètement. Ça mature de dingue, et c'est pour ça que même s'il y a pas de gaz le soir alors que toute la cuisine est au gaz, en fait, passer au chalumeau, mais en fait, ça les fait stresser bien sûr, mais en fait, sur le coup, c'est sans problème. Parce que c'est un peu comme, j'entendais ce grand nageur Michael Phelps qui, quand il ne s'entraîne pas dans une piscine, il se visionne en train de faire de la piscine. Ouais, tous les jours. Tous les jours, il se visionne en train de nager, tous les jours. Et parce que ça fait partie de son entraînement. Et je pense que c'est inconscient, mais les chefs le font également. Ce qui fait que le jour J, même avec pas de lumière, voilà, ça tourne. Est-ce que on teste? Là, on se parle de recettes qu'on habite, d'une cuisine qu'on fait maturer, qui nous inspire, à laquelle on pense qu'on a en soi quelque part. Toi, Tristan, dans les dîners, c'est une forme de test, de premier test, même si en général les chefs connaissent leur cuisine. Est-ce que tu sais qu'ils font goûter à des gens avant, et à qui, et pourquoi, et qu'est-ce qu'on va chercher dans ces moments-là, en fait? Bien sûr. Bah, souvent, c'est ce qu'on appelle donc le tasting, et c'est friends and family souvent. Donc la famille, les amis, parce qu'on sait qu'ils vont être indulgents, et en même temps qu'ils n'hésiteront pas à dire s'il y a quelque chose à dire. Ça, c'est ce qui se fait souvent. Après, moi, ça m'arrive de plus en plus d'être également invité à ce tasting. Pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce que les gens ont de plus en plus envie d'avoir aussi mon opinion pour pouvoir éventuellement régulier, parce que j'ai pas mal d'expérience.
Et également parce que ça permet, quand je viens de faire un petit teasing sur Instagram que je vais pouvoir envoyer ou aux membres du club en disant je suis là aujourd'hui, ça va être génial. Bah, par exemple, Romain Médère, quand il a ouvert au domaine de Primar, il m'a invité une semaine avant à faire un tasting dans son restaurant. D'ailleurs, c'est là que tu vois là aussi l'âme d'un chef, c'est que Romain Médère, il était dans un niveau d'écoute de ce que j'avais à lui dire qui était surréaliste. Il s'est assis à côté de moi, il m'a dit maintenant tu me fais tout le débrief. Et moi, je dis là, ouais, bah, enfin, tu sais, Romain, moi, il me dit, non, attends, parce que je lui dis, je sais pas cuisiner. Il me dit, mais je m'en fous. Je veux pas quelqu'un qui sait cuisiner, je veux quelqu'un qui sait goûter. Et il a été dans une écoute vraiment, vraiment intense. Et j'ai vu, en l'espace d'une semaine seulement, quelques détails de ses recettes s'adapter, parce que je pense que c'était un grand chef, c'est de réussir à être à l'écoute de ses remarques. Priscilla, t'avais fait tester. Est-ce que t'as des cobayes autour de toi et qui sont-ils et pourquoi on accorde du crédit? Tristan, il parle de cette expérience. Oui. Moi, j'ai la chance aussi parfois de faire comme toi et d'être appelé, et ça, c'est super agréable. Et toi, tu utilises qui pour avoir des retours et des échos? J'utilise mon mec, hein, clairement, il est pas malheureux. Et sinon, j'aime bien distribuer. Alors, c'est un cadeau que j'aime beaucoup faire à mes potes. J'aime beaucoup distribuer ce que je fais à manger. En général, je fais des choses à manger en grande quantité. Et c'est assez fréquent que j'envoie un petit message en disant, OK, est-ce que tu veux passer à la maison? Je te fais un petit tube, etc. Donc voilà, je distribue souvent plein de choses à manger dans le quartier. Et bah comme Tristan disait, c'était le famille et amis où en fait on a fait ça sur 2 jours. On a fait une carte réduite, bah comme je te disais, j'avais pas encore de gaz, de machin, mais on a réussi quand même à faire des petits rolls. On a sorti un barbecue, on a fait des asperges braisées, des choses comme ça. Et moi c'est ma mère qui est ultra exigeante. C'est une maman asiate, donc tu vois, elle n'hésite pas à être très franche et Et là, elle était subjuguée. Elle m'a appelé le lendemain. Elle m'a pas dit bonjour, bonsoir. C'était trop bon. Salut Thiam, c'était trop bon. et non, on a dit des super retours. Et je pense que pendant tous les moments, comme je disais, un peu difficiles, où tu vois pas le bout et t'es pas dans sa zone de confort, j'ai cette chance, c'est qu'en général, les retours quand même sur notre cuisine est toujours très positif. Donc c'est hyper encourageant. Est-ce qu'on peut se parler du projet tel que tu l'imaginais avant? Est-ce que tu peux nous décrire déjà là où nous nous trouvons? Moi, en fait, j'avais pas vraiment l'ambition d'ouvrir un restaurant. Les choses se sont faites assez vite. Ça fait finalement vraiment réellement que 3-4 ans que je cuisine. Et comme je disais, j'avais un job voilà assez classique qui me convenait très bien. Et c'est surtout qu'on m'a proposé, j'ai un ami qui a ouvert un restaurant à Pigalle et qui m'a proposé de m'associer avec lui pour être chef là-bas. Et puis il avait déjà un peu toute sa structure de prête et il voulait faire de la cuisine méditerranéenne. Et il me dit OK Priscilla, ben j'ai goûté ta cuisine et en fait je suis prêt à renier même mon concept de cuisine méditerranéenne et je te connais pas mais je veux qu'on s'associe parce que c'est tellement bon, c'est tellement cool, les clients ils sont tellement satisfaits. Et j'ai hésité à y aller. Et puis, attends, mais là, on se parle d'un moment où tu n'es pas chef. Je suis déjà chef, mais un peu à mes heures perdues, tu vois. D'accord. En plus de ton boulot d'avocate. Oui, c'est ça. Je faisais les deux, en fait. J'étais chef, mais juste un peu en sous-marin. Et donc voilà, il m'en parle et je me dis, ça me donne vraiment envie. J'ai les étincelles dans les yeux. Je me dis, ouais, je me vois bien être dans une cuisine à plein temps. Et je pense que j'avais jamais pensé, mais là, il m'offrait vraiment le resto, la structure, la communication avait déjà été un peu lancée. Et finalement, la veille de la signature, j'ai reculé parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie que ce soit mon lieu. Quitte à faire le truc. Ouais. Quitte à faire le truc, on sait très bien que la cuisine, bah, on est les premiers à arriver pour réceptionner les commandes, on est les derniers à partir parce que, voilà, on lave la cuisine, on fait le ménage, etc. Et je me suis dit, j'ai envie d'un lieu qui me ressemble à moi à 100%. Et je me dis, c'est tellement intime et tellement d'investissement que j'ai envie que ce soit mon lieu. Tu passes ta vie. Exactement. T'as tout dit. Et, donc, à la suite de ça, je me suis mise en recherche de lieux. Et évidemment, comme on en avait tellement envie, le premier lieu qu'on m'a montré à Voltaire, j'ai dit OK, je signe. C'était complètement trop cher par rapport au prix du local. Il y avait 0 passage, mais je me disais c'est pas grave. J'ai fait des résidences, j'ai une communauté, les gens viendront, etc. Et puis là, tout le monde me dit non mais c'est vraiment nul le local que t'as trouvé. Pas du tout, tu n'y vas pas du tout.
Donc pareil, je me suis retirée de cette affaire et je cherche le jour même, le jour où je me retire de l'affaire, je cherche sur le Bon Coin, je me dis OK, localisation. Et je vois ce restaurant qui est en vente depuis le jour même. Ils avaient posté l'annonce ce jour-là. Je vois l'enseigne, je passe, je dis bonjour, est-ce que vous le vendez, etc. Et puis on a hyper accroché avec les locataires, donc on signe assez vite. Et le lieu, c'était donc un restaurant de couscous tunisien. Ici, donc, il n'y avait pas de fenêtre du tout. C'était un lieu assez vieillot où il y avait plus il y avait plus trop de clients. Je pense que les locataires étaient adorables, mais ils étaient passionnés. Mais voilà, ils étaient fatigués. Le lieu était à refaire et il a ses petites contraintes, c'est-à-dire qu'il est extrêmement bien situé. Le quartier Goncourt, Parmentier, c'est un petit village et on a plein de commerces de bouche. On a vraiment un esprit joyeux, sympa. Est-ce que tu voyais ton projet? Tu voulais faire quoi? Tu l'envisageais comment? Quand tu devais le présenter aux gens, je le voyais comme un bistrot. J'ai toujours vu mon lieu comme un bistrot. Et au fil des résidences, au fil de mon apprentissage auprès des chefs et voilà de toutes les techniques que j'ai pu développer au fil des années, je m'oriente vraiment vers une cuisine qui me ressemble, donc une cuisine bistrot. Et ce lieu donc est très bien situé, mais il avait cette contrainte d'être vraiment sombre et d'être très en long. Donc on l'a imaginé comme quelque chose qui fasse un peu télé, qui fasse faisceau de lumière, ou même si c'est sombre, on a le regard un peu attiré par cette cuisine qui est ouverte. Et je voulais qu'il y ait un peu une touche qui ressemble à ma cuisine, c'est-à-dire qu'on part sur du bistrot français, mais j'ai tout le temps avec des marqueurs sud-est asiatiques pour pas dire fusion, parce que la fusion était tellement récupérée. Parce que plus personne n'a envie de dire fusion aujourd'hui. Mais voilà, tu vois qu'il y a des ventilateurs, il y a des touches rouges qui rappellent quand même beaucoup des couleurs vietnamiennes, etc. Donc c'est un lieu qui est convivial, qui est chaleureux et avec quand même une petite touche classe, j'espère. Donc, ça a été pensé quand même. Ouais. Tout ça a été très pensé. Même s'il n'y avait pas de façade, pas de lumière, pas de gaz. Faut imaginer que la façade, donc il n'y en avait pas. Oui. Et à la place, ce qu'elle nous a mis, c'est quand tu rentres dans une chambre froide, tu sais, ces espèces de grandes langues de plastique transparentes. Et ben tout le monde les regrette. On avait ça. Et ben alors, parlons-en parce qu'on en vient là. Ce fameux premier soir, qui est l'aboutissement d'un périple, celui de l'entrepreneuriat, de la mise en place d'un restaurant, et qui est le premier jour du reste de la vie de ce restaurant aussi. Souvenir. Vous l'avez vécu tous les deux. Vous étiez là. Toi, Tristan, t'es venu avec ta bande de pépites remplir ce restaurant. Toi, Priscilla, tu t'es retrouvée à faire enfin ce que tu voulais faire chez toi. C'est quoi le souvenir? Racontez-nous ce moment. Moi, en fait, on avait commencé, c'était prévu à 19h30 le dîner. Donc, première personne qui arrive très en avance, qui arrive quand même à 18h30. En plus, il y a la bonne idée de prendre ce tabouret et de se mettre au comptoir. Et comme c'est une cuisine ouverte, il passe sa tête et puis il regarde. À 18h30? Ouais. Pourquoi? Quelle idée? La pression. Énorme pression. Ah oui, et puis une cuisine, c'est propre c'est propre, c'est un service, mais quand on est en mise en place, c'est des choses qui sont, tu vois, c'est des sachets de viande qu'on peut ouvrir, c'est des produits de la mer qui peuvent avoir une odeur super forte, c'est des choses parfois visuellement qui sont pas appétissantes, donc on a toujours cette appréhension du client qui arrive et puis qui regarde, waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est ça que je vais manger parce que ça a pas encore été transformé. Si tu veux, je peux prendre le relais sur bien sûr, les premières personnes qui arrivent à l'heure, donc plutôt vers 19h30. Ce qui se passe généralement dans ces moments-là, c'est il y a un moment qui est un peu étrange où c'est un peu hermétique entre la cuisine qui est en PLS et qui essaie de finir les derniers trucs et nous qui sommes hyper contents de nous retrouver parce que on se connaît tous et il y a une super ambiance. Il y a un petit contraste. Ouais, il y a un contraste à ce moment-là. Et moi, ce que je demande à chaque fois aux chefs avec qui on fait les préouvertures, c'est toujours apéritif debout. Souvent, les chefs offrent un verre à ce moment-là et on est tous debout. Et c'est un lieu qui est pas fait pour être debout puisqu'il y a les tables. Donc c'est un peu exigu, les gens sont un peu serrés et se bousculent à moitié. Et ce qui est génial, c'est que ça crée parce que tout le monde ne se connaît pas non plus. Donc ça crée des contacts, des échanges entre les gens qui parlent entre eux et ça détend un peu l'atmosphère. Et ça c'est déjà un moment qui est super sympa. Et puis très vite, moi je vais voir Priscilla en lui disant quand tu veux, on démarre, c'est toi la boss maintenant, ça y est, c'est parti. Et ce qu'on fait tout le temps, c'est un petit discours d'introduction, donc souvent autour de 20h. Je crois qu'on était dans les temps. À 20h, ouais. Un petit discours dans lequel j'aime bien raconter comment on en est arrivé là. Déjà, par qui on s'est rencontrés. En l'occurrence, c'est grâce à Adélie, membre du club, mais aussi qui bosse avec toi. Et puis, on raconte ce parcours et après, je te laisse la parole pour
présenter le projet comme tu viens de le faire à l'instant, raconter l'envie de ce que va être ce restaurant. Et dès qu'on a terminé ce discours, tout le monde passe à table. Et c'est parti. On demande à chaque fois ce qu'il y a des grandes tables, parce que je veux pas de table de deux, parce que je voudrais pas qu'un membre ou une membre vienne seul, se retrouve à une table de deux. Bon. Et puis là, c'est parti. Et là, on rentre dans la zone de confort de tout le staff. Et puis, nous, on prend un plaisir fou parce que. Et d'ailleurs, je crois qu'on démarre avec cette bouchée complètement incroyable. Tu la décriras beaucoup mieux que moi. Mais déjà, on a pris une claque dès le premier service. C'était la croquette. La croquette. Ah putain, cette croquette. La croquette au miso. Tu peux la décrire? Je peux la décrire. Ça va me donner faim. J'ai pas mangé depuis hier. Ah oui, je vois que Sarah était en train de faire des croquettes. Donc, sur cette croquette-là, on a des aubergines qui sont rôties avec une sauce miso réduite. Donc, c'est pour ça que je dis marqueur sud-est asiatique, parce que j'utilise beaucoup de sel, mais sous forme de condiments qui sont du soja, de la sauce poisson, du miso. Et venant du sud du Vietnam, du coup par mes parents plutôt, j'ai aussi un bec sucré, mais sur le salé. C'est-à-dire que je mange pas de dessert, mais j'aime bien cet équilibre acidité, sucre. Et la croquette, elle renferme un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on met du miel, il y a du miso, on rôtit ça, donc ça enrobe bien l'aubergine. Ensuite, on met un cœur de comté 18 mois, et on le râpe, et ensuite il y a une double panure. il revient. Faut venir juste pour ça déjà. Ouais. Alors, et pas que, parce que la suite continue. Ouais, mais j'imagine. Mais avant que si on remonte le fil, avant que Tristan se fasse gifler par une croquette ce soir-là, toi, Priscilla, ça fait quoi quand tu vois alors on va pas se parler de cette personne qui est arrivée 1 heure avant. Oui. Bon, pour nous mettre la pression. Mais ça fait quoi, grosso modo, le premier service, la première fois ou les premières fois quand tu vois quelqu'un pousser la porte de ton restaurant? C'est hyper émouvant. C'était hyper émouvant parce que, d'autant plus, comme je te disais, moi, ce lieu, je l'ai vu pendant 1 an, mais dans un état horrible. C'est-à-dire, je ne faisais que voir de la saleté, je ne faisais que voir des murs arrachés, des plafonds ouverts. Je me battais avec tout le monde. En fait, je me battais contre le monde entier. Et donc, c'est émouvant quand on voit des gens qui viennent et qui sont là et qui sont contents et qui sont joyeux et qui viennent pour manger. Parce que moi, il y a des chefs qui me disent, je me souviens du visage de la personne qui est arrivée en premier ou des premiers clients et le visage qui s'imprime. T'as ça aussi? Alors, non, je pense pas que je pourrais reconnaître les visages, mais pas dès qu'ils arrivent, mais en tout cas, une fois que je vais les voir à table, oui, parce que je fais toujours des tours de salle à la fin des repas. T'as des souvenirs comme ça, de choses, d'images qui te reviennent quand tu repenses à ce premier service? Ouais. C'est quoi qui te revient en tête? Le premier service, écoute, c'était quand on allait servir les assiettes, et puis voilà, les personnes qui se retournent, qui te font des grands sourires, et puis ça a beau être. C'est marrant que tu décrives ça parce que ça paraît évident quand tu le racontes. Et quand je t'écoute, je me dis oui, c'est pas tout le temps le cas en fait. Ouais, non, c'est pas tout le temps le cas. Ouais. Non, mais là tu découvres un théâtre. En fait, tu découvres ton théâtre et tu vois la réaction des gens. On se parle d'un public en fait là, d'un public. Absolument. Ouais, non, c'était hyper émouvant et puis surtout comme Tristan disait, le concept des dîners pépites, c'est d'avoir des grandes tables. Donc c'est vrai que ça fait un espèce de joyeux bordel. Ouais, c'est convivial. C'est pas des tables de 2, 4, c'est des grandes tablées. Donc il y a un esprit vraiment festin, festif. Et puis, si tu ne te souviens pas des visages des gens, moi, je peux vous raconter quelque chose qui se passe à chaque fois. C'est quand les gens reviennent, et je sais qu'ils vont revenir parce que j'ai eu tout leur feedback. C'est un truc unique que tu partages avec un ou une chef. Quand tu viens au restaurant et que tu dis, tu te rappelles, j'étais là le premier jour. Et là, ça crée des trucs qui sont hyper forts en émotion. Une connexion. Une connexion de dingue qui est pour toujours. Les membres qui étaient à la préouverture qu'on a fait avec Arnaud Donquel à Plénitude, je peux t'assurer que ces gens et toute leur vie se rappelleront de ce premier jour bien sûr. Avec Arnaud. Et Arnaud s'en rappellera toujours aussi, forcément. Ouais. Tristan, est-ce que toi, les chefs, ils t'ont raconté comme ça ce lien un peu à part qu'on peut tisser avec des clients qui viennent soit à un moment exceptionnel ou avec qui on partage un moment un peu hors du temps? Est-ce que les chefs te parlent de ce lien justement qu'ils peuvent entretenir, pas forcément en voyant ou en revoyant les gens, mais dans leur cœur ou dans les souvenirs qu'ils ont? C'est un peu à l'image de ce que je racontais à l'instant, c'est que vraiment je pense même que très souvent les chefs ne reconnaissent pas les gens, mais peu importe, parce que c'est pas le sujet, c'est le moment qui a une telle intensité dans la vie de ces gens-là. Je pourrais presque le comparer à la naissance d'un enfant ou quelque chose comme ça. Et quand les gens arrivent et disent j'étais là le premier jour, tu te rappelles qu'il y avait pas de lumière là et que les toilettes il y avait pas encore de lavabo. Ça arrive souvent. C'est vrai qu'on n'avait pas de lavabo non plus. Plus, on avait que des lingettes. My God. Ça,
évidemment, les chefs, c'est des trucs qui sont très très forts pour eux, très très forts. Et là, je pense notamment à une préouverture qu'on a fait avec Christophe Hay à Fleur de Loire, où évidemment lui il l'oubliera jamais, les membres non plus, puisque en gros on avait annoncé la préouverture de son restaurant, et quelques jours, moins d'une semaine avant la date fatidique, Christophe m'appelle en me disant il me dit légalement je peux pas, c'est impossible. Et moi, je vois le truc un peu venir. Je suis en mode non, mais Christophe, là les gens ont pris leur billet de train, ils ont réservé, c'est pas possible. Donc j'insiste, et il finit par accepter. Comme quoi, l'excuse n'était qu'une demi-excuse. Il finit par accepter, mais en me disant mais Tristan, vraiment on n'est pas prêt. Et pour ceux qui connaissent Christophe Hay, c'est quelqu'un qui est extrêmement droit, qui est très toujours rasé au nanomètre. Enfin vraiment, ça lui ressemble pas à un restaurant pas complètement terminé. Et il finit par accepter, mais il me dit, parce qu'on devait dormir dans son hôtel, il me dit par contre il faut libérer les chambres très tôt le matin parce qu'on a les travaux, donc faudra que vous partiez, je sais plus, c'était genre à 7h du matin ou un truc comme ça. Pas cool. Il me dit mais pour compenser, je vous offre à tous un tour en montgolfière au-dessus de Blois. Ah ouais. Sympa. Donc on fait ça, on fait la soirée, et quand on arrive là-bas, en effet, c'était pas du tout l'image du chef et pas du tout l'image de ce que c'est aujourd'hui, parce que le lieu est absolument magnifique. Il y avait des bulldozers dans la cour du restaurant, il y avait des bâches plastiques partout, et le plus drôle pour l'anecdote, c'est que en gros il y avait pas de lumière, zéro, même pas quelques petites lumières dans la salle du restaurant. Donc les seules lumières qui pouvaient nous éclairer, c'était celles de la cuisine, qui étaient des guirlandes LED qu'ils avaient achetées sûrement la veille. Et Christophe me dit non mais t'inquiète, déjà ça pour nous c'est bon, c'est nous qui avons besoin de plus de lumière pour pouvoir cuisiner, ce que je comprends. Et puis tu verras, le coucher de soleil il est juste là au-dessus de la Loire. Ouais, donc ça va aller, on sera baigné de lumière, ça va être magnifique. Je dis ok, bon génial. Oui, mais alors faut que le dîner aille vite. C'est ça le problème. Il faut que le dîner aille vite, et souvent quand même ce qui se passe dans une préouverture, c'est que souvent le dîner traîne un peu. Et donc là il y a un moment assez drôle où je vois le coucher de soleil, je suis là, il avait raison, c'est très beau, mais je vois le plat où on en est. Je sais que donc vraiment je suis allé voir Christophe, je lui ai dit écoute Christophe, là je sais qu'on finit le dîner dans le noir. Et lui il était tellement ailleurs qu'il avait pas réalisé. Ouais putain t'as raison, ouais. Ok. Et là, il part, sans rien dire. Il part, mais longtemps, pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et ce qui est fantastique, c'est que je vois Christophe en veste de chef revenir avec 2 énormes lampes de chantier orange fluo qui posent au milieu de la salle avec une rallonge qui était branchée je sais même pas où. Et on finit le repas comme ça. Et cette anecdote que je viens de vous raconter, évidemment, tous ceux qui étaient présents ce soir-là s'en rappelleront à vie. Ouais, c'est génial. Et Christophe aussi, forcément. Ça en dit long sur l'impréparation qu'il peut y avoir le premier soir, même quand on est un chef. En fait, Tristan fout la pression avec son histoire. Il fout la pression. Il est là en mode mais non, attendez, moi je vais remplir ton restaurant, tu vas voir, c'est cool. Mais en fait, les mecs déboulent à 30, ils te blindent le resto et tout le monde veut manger au même moment. Mais figure-toi qu'on est en train de réaliser qu'on devient aussi un accélérateur d'ouverture. Ah oui. Parce que si on ne planifiait pas cette date de préouverture, dans, je pense, 9 cas sur 10, les chefs repousseraient. Ça tarderait. Et puis moi, j'ai repoussé déjà une fois. Ça met une petite deadline. Et là, je me permets de penser que la deuxième, tu l'aurais également repoussé légèrement si on n'avait pas déjà décalé une première fois la date d'ouverture. Complètement. Et au final, vu que ça se passe toujours très bien, a posteriori, les chefs sont toujours hyper contents d'avoir un peu forcé le truc. Ouais, de s'être mis un peu, s'être retroussé les manches pour accélérer un peu la machine. À quoi on prête son attention? Sur quoi porte l'attention sur le premier service? Est-ce que toi, tu te rappelles sur quoi t'étais focus? Ouais, alors j'étais pas focus sur la salle parce que j'ai un super directeur de salle. J'étais focus peut-être sur les assaisonnements des plats. Donc je goûte tout. On a beau faire des recettes, parfois c'est volatile, parfois ça réduit, et ma cuisine elle est vraiment très centrée sur les assaisonnements des choses et évidemment les dressages. Et voilà. Donc t'as passé ta soirée au pass à checker toutes les assiettes qui sortaient. C'est ça, exactement. Toi, Tristan, des dîners que t'as observés, que t'as fomenté, parce que du coup c'est toi qui finis par les faire en sorte qu'ils adviennent. J'imagine que les chefs portent leur attention dans ces moments-là sur des choses différentes selon leur histoire, leur personnalité, leur sensibilité. Est-ce que tu as des choses qui te reviennent en mémoire où tel chef faisait attention vachement à ça, où tel chef était très détente, ou était en salle, ou est-ce que tu as des choses comme ça qui te reviennent en tête? Ouais, bien sûr. Ce que je dis souvent, c'est qu'il y a autant de personnalités qu'il y a de chefs, ou dans l'autre sens. Et donc il y a vraiment de tout. Donc il y a ce que vient d'écrire Priscilla, mais il y a aussi le chef qui a tellement d'expérience et qui est tellement serein parce qu'il fait
ça depuis tellement longtemps qu'en fait, il est beaucoup plus à surveiller la salle, à Ce que dit Tristan, donc il y a ce que vient de décrire Priscilla, donc la nana hyper contre le fric, où il y a pas une assiette qui sort, et puis il y a les mecs cool qui sont un peu à la cool. Ouais, merci. Non, il y a des gens, c'est vrai, qui sont peut-être plus en distance, en détente, et ça tu l'as observé. Ouais, bien sûr. Quand on a fait la préouverture de Honor de Thierry Marx. C'est le restaurant de Thierry Marx, mais son chef exécutif c'est Ricardo, c'est lui qui gère la cuisine. Et Thierry, bien évidemment, il était là avec nous, et on a fait le discours ensemble. Mais après, voilà, il passe d'une table à l'autre pour prendre la température, prendre le pouls. Mais il a pas du tout le même niveau de stress que va avoir Priscilla, parce que c'est son tout premier restaurant. Et puis il faut qu'elle y soit. Il y a personne qui va cuisiner à sa place et tout ça. C'est pas exactement la même. Donc c'est complètement différent. C'est deux profils complètement différents, et donc des interactions avec les gens qui sont dans la salle qui sont également très différentes. Ouais. Est-ce que tu as été étonné parfois par le comportement, l'attention, le stress ou l'attitude que pouvait avoir un chef lors de ce moment exceptionnel qui est le premier service? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent oh waouh, c'est dingue le mec il fait, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise parfois? Il y a eu une préouverture où vraiment il y a eu le chef a fait quelque chose d'assez particulier pour nous, c'est celle de l'alternative à Béziers de Gilles Goujon. Ah ouais, d'accord. Et son chef exécutif Quentin. Et ce qui a été très particulier avec cette préouverture, c'est que c'était post-Covid la toute première date en France à laquelle les restaurants ont enfin pu réouvrir, un 19 mai midi en terrasse uniquement. Et vu que c'était tout nouveau et que de toute façon tout était fermé depuis toujours, ce qu'a décidé de faire Gilles, membre du club d'ailleurs, c'est il n'a pas rouvert son restaurant 3 étoiles, et donc tout son staff du 3 étoiles plus tout le staff de l'alternative était présent pour nous servir. Ah d'accord. Ah oui, pas mal. Et donc la méga brigade. C'était surréaliste, ils étaient 2 fois plus nombreux que nous. On avait un niveau de service qui était d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir trop de serveurs? Je pense que oui, parce que à la fin on savait même plus qui nous servait. Non mais c'était un moment évidemment fantastique, inoubliable. Au-delà du fait que c'était la première date, on avait vécu un moment génial. Ouais. C'est drôle. Et Gilles Goujon, c'est quelqu'un qui est humainement fantastique, et on a passé vraiment là, c'était un très 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 beau moment. Ouais. Trop beau. Peut-être pour conclure ce tableau qu'on a dépeint du premier service, du premier soir, peut-être qu'on peut se parler de ce qui se passe le lendemain. On est comment à la fin de la représentation, et on est comment quand on se réveille d'un truc qui, tu parlais de miracle au début, Priscilla, parce que il y a un peu de ça. C'est un moment. C'est le bordel, ça fait des mois, on est passé par tous les stades, et ça s'aligne, et ça vit. Ouais. Et le miracle, il est là. Comment on se réveille de ce miracle? Comme si ça avait toujours existé. C'est marrant en fait. Dès qu'on a fait le premier service, et le lendemain, je suis venue ouvrir le resto, et c'était un peu comme si, en fait, j'étais là depuis 100 ans, et que ça allait rouler, et que c'est un peu la routine et le quotidien, et c'est en fait ça, voilà, on prend le pas tout de suite. Et le lendemain, en fait, c'est un peu tous les jours, on pense aux mêmes choses, les commandes, qu'est-ce qu'on va servir, quels sont nos stocks, quels sont machin. Et ça, en fait, ça m'a mise à l'aise tout de suite. Et voilà, je me suis sentie. T'es montée dans le train. Voilà, exactement. C'était parti. Est-ce qu'il y a une émotion particulière que t'as essayé de rechercher, ou est-ce qu'elle t'habite toujours? Est-ce que l'émotion que t'as découvert en prenant ta place le premier soir, elle est encore là, ou est-ce que il y a un petit goût de première fois qui... Ah oui, bien sûr. Déjà, on est sur une ouverture, donc je pense que 90% des gens sont des nouveaux clients. C'est la première fois qu'ils testent ma cuisine, donc je cherche vraiment le sentiment du waouh, autant dans la façon dont ils voient visuellement l'assiette que à la première bouchée. Et c'est quelque chose que j'observe beaucoup en salle. C'est-à-dire, par exemple, on a un plat qui est très simple, qui est une tomate concombre. Donc c'est vrai que dans l'intitulé, ça fait un peu salade tomate oignon. On se dit, ok, 11 balles pour une tomate et du concombre, c'est peut-être un peu cher payé. Déjà, que les gens aillent sur Instagram pour la voir, parce que quand tu la vois, tu comprends déjà que c'est pas... C'est ça. Déjà. Ouais. Puis venez la goûter, elle est incroyable, incroyable. Et non, et oui, cette tomate, en fait, j'adore. Enfin, il y a plein de plats comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien voir la réaction des gens, parce qu'il va arriver une belle tomate entière. Elle a été pelée, elle brille parce que elle est pickle comme ça 2-3 jours avec de l'alkombu qui va forcer un peu son pickle.
Et ensuite, elle est un petit peu fleurie. Elle vient avec des petites gouttes comme ça d'huile d'olive, comme des petites auréoles. Enfin, c'est vraiment fin, c'est vraiment joli. En fait, ce que tu as découvert le premier soir, et Tristan en parlait aussi, c'est qu'on peut faire provoquer un effet, provoquer ce waouh. Comme t'as giflé Tristan avec une croquette, c'est quand même pas très aimable, mais au final, tu l'as quand même fait. Et finalement, c'est aussi quelque chose que tu vas continuer à chercher. Et ça, cette découverte, cette émotion-là du premier soir, t'es en train de me dire que c'est ce que tu continues à chercher à chaque service. Tous les soirs sont un peu les premiers soirs, je pense. C'est la philosophie. Tristan, toi, ton lendemain de premier soir, parce que toi, tu ne fais que des premiers soirs avec ton histoire de Club Pépite, donc toi, c'est génial. Toi, t'es à la première fois sans cesse renouvelée. Tout le monde cherche à revivre sa première fois. Toi, tu ne fais que ça. C'est génial, quand même. Comment ça se passe pour toi les lendemains? Moi, je serais un petit peu touché de me dire que cet instant n'est plus là et qu'on ne le revivra pas, parce qu'on revit pas le premier service. Ouais, bah souvent le lendemain, je pense à un des plats qui m'a marqué, et là en l'occurrence, je vais parler de ton dessert, parce que vraiment personne ne t'attendait sur le dessert. Je sais pas pourquoi, mais on t'attendait pas dessus. Ah oui, non, mais j'en mange et en pas. plus l'intitulé, je sais plus ce que c'est exactement. Cheesecake, voilà. Bon. Et on s'est pris une claque sur ce dessert. Donc j'ai repensé à ça le lendemain en me réveillant. Et après, non, moi, je regarde jamais dans le rétro, donc moi, je me demande juste, trop bien. J'espère que ça va marcher aussi bien qu'on l'espère, et on est très confiant. Et puis, quand est la prochaine? Et après, il y a quand même un truc qu'on a en tête, nous, le lendemain, qui est très important, c'est que on crée à chaque fois un petit groupe WhatsApp de tous les gens qui sont présents, et on balance le lien Google Review en disant si vous avez aimé, et seulement si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles. Et puis, si vous n'avez pas aimé, on prend vos feedbacks, on les partagera. Mais le jeu d'une préouverture avec le Club Pépite, c'est de ne pas mettre de mauvaises reviews, parce que c'est le premier soir et qu'il y a forcément potentiellement des loupés. Priscilla. Oui. On peut la goûter, cette croquette-là? Je pense que c'est possible. Merci à vous deux. Merci à toi. Alors voilà, aujourd'hui, vous avez entendu des récits de première fois. Et des soirs comme ça ne se reproduit pas. Il y a l'attente, la fin d'un chemin parfois pénible pour enfin déployer le projet dont on a rêvé, et une date s'inscrit ainsi dans la vie des chefs. Celle du jour où ils ont sauté dans le vide, où la première assiette a quitté le pass pour rejoindre une table. Waouh! Et vous l'avez vu, souvent c'est pas ainsi qu'on imaginait le premier soir. Souvent, c'est pas aussi carré qu'on aurait voulu, mais c'est ce qui fait aussi le sel de cet envol, de ce service qui marque le début d'un long chemin, d'un quotidien. On souhaite, en tout cas, à Priscilla Tram que ce chemin soit riche, long et savoureux, comme l'est la carte de son restaurant Tram 130, qui vous attend 2 rue des Goncourt, dans le 11e arrondissement de Paris. Merci, Priscilla, de nous avoir raconté ce premier grand soir. Merci aussi de nous avoir communiqué ta passion qui fait encore durer ce goût de l'inédit et cette réjouissance que tu éprouves encore à l'aune de chaque service. Merci Tristan de nous avoir partagé tes observations et ton expérience dans l'accompagnement de ces chefs au soir de leur premier service. Club Pépite, c'est ça, c'est être témoin privilégié de moments de gastronomie avec bienveillance. C'est un lien qui unit ceux qui font et ceux qui aiment. Et d'ailleurs, il se pourrait que la chose aille plus loin encore. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous tiendrai au courant, mais le club pourrait pousser encore sa démarche, accompagner les chefs et les restaurateurs dans le lancement de leur restaurant, ou les agriculteurs et producteurs dans celui de leur exploitation. C'est sûrement ce chapitre que les membres du Club Pépite vont écrire tout prochainement. Alors on se tient au courant les uns les autres, car qu'on soit en salle, à table ou en cuisine, qu'on soit derrière le micro ou là en train d'écouter son appli, il n'y a que des passionnés de gastronomie ici. Alors restons unis et tenez, racontez-moi vos anecdotes d'ouverture, de premier service via Instagram sur notre compte Chef Podcast. J'adore vous lire et vos mots donnent souvent lieu à de jolis échanges. Abonnez-vous à ce podcast pour qu'on se retrouve dans quelques jours à peine pour des nouvelles de la planète food de la bouche des chefs. Salut!